Bonjour à tous. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore repéré, donc je suis la nouvelle version du président de la FTE. Donc voilà. Amélie, c'est pas fan club, c'est que c'est la première fois que je fais un petit déj, tout ça. Voilà. Donc j'ai la chance de vous présenter notre orateur du jour, qui est Amélie de Montchalin et qui est députée de l'Essonne. L'Essonne, pour ceux qui voudraient situer, c'est le plateau de Saclay. Est députée de La République En Marche et qui est membre de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale depuis juin 2017. Elle a été nommée chef de file du groupe La République En Marche à la Commission des Finances. À ce titre, elle est responsable du budget 2018 pour le groupe La République En Marche. Elle a également été chargée du rapport spécial sur le budget de la recherche et de l'innovation. Économiste de formation, diplômée d'HEC, de la Harvard Kennedy School, elle a été économiste en charge de la zone euro chez Exane BNP Paribas pendant les années de crise, en 2009-2012, directrice de la prospective, stratégie de long terme et politique publique du groupe AXA en 2014-2017. Elle est notamment spécialiste des enjeux de financement de l'économie, de l'innovation, de la transition climatique. Elle a participé à de nombreux groupes de travail internationaux, G20, Conseil de stabilité financière et européen, et concernant la régulation financière et la finance durable. Bref, un interlocuteur tout à fait intéressant pour nous, pour aujourd'hui et pour après-demain. Je vais vous donner 2-3 petites nouvelles de la FTE avant de laisser la parole à Amélie. Les sujets sur lesquels on est en train de travailler, ou les sujets qui nous préoccupent. Les outils de placement court terme. Vous savez que banques et entreprises ont confronté leur point de vue et contraintes sur les placements court terme lors d'un petit déjeuner le 17 mai dernier, organisé en partenariat avec l'AFGAP, Association française de gestionnaires actifs passifs. Il a été confirmé notamment l'importance de la classification cash and cash équivalent pour les entreprises, critère encore plus important que la performance financière. À ce titre, la FTE s'inquiète des effets du règlement européen sur les fonds monétaires. Elle a co-signé avec l'AFG et l'AF2I une lettre au président de l'ANC lui demandant de relayer la position de place, demandant que l'IAS 7 ne soit pas interprété de façon trop restrictive, en acceptant que des OPC non monétaires, pas seulement les monétaires investis en fonds CNAV, soient considérés comme cash équivalent. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est Jean Hérault qui s'occupe de tout ça pour l'association et c'est en de très bonnes mains. Il comprend tous les sigles. L'objectif est d'œuvrer, je suis désolée, je fais toujours le clown, et l'objectif est d'œuvrer pour que la qualification de ces OPM en cash équivalent soit claire et sans ambiguïté, et de convaincre également les commissaires aux comptes, ce dont on s'occupe. Le 14 juin prochain aura lieu une réunion de la commission placement. Ce sera l'occasion de présenter une future plateforme innovante de négociation des New CP, plateforme développée par Orange. Deuxième thème, le Brexit. En septembre 2017, la FTE a vigoureusement appelé à ce que la compensation des opérations en devises européennes soit effectuée dans l'Union européenne post-Brexit, sur le sol européen. Les pouvoirs publics français relaient le message de la Commission européenne et préviennent les acteurs financiers qu'un hard Brexit ne doit pas être exclu et qu'en tout état de cause, les services financiers ne feront pas partie de l'accord de libre-échange. Les acteurs de la finance doivent prévoir des scénarios de localisation. Les indicateurs montrent que cela peut être positif pour la place de Paris. Face à toutes ces incertitudes, il sera intéressant d'entendre Olivier Guersan, directeur général à la Commission européenne, de la DG de la FISMA, Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés de capitaux, invité de la FTE pour la prochaine matinale de la rentrée, le mardi 11 septembre. Une continuité logique pour évoquer la CMU après le financement des entreprises françaises défendu par Amélie de Montchalin. L'agenda festif. Dans 2 jours, le 7 juin, célébration des 35 ans de la délégation Hauts-de-France, soirée conviviale en partenariat avec Cito-FO, la FinTech orientée maximisation du BFR, qui s'exprimera sur la trésorerie au cœur de l'économie collaborative. Et qu'il y aura même une petite visite de la manufacture de Roubaix et un cocktail dînatoire. Réunion des commissions FinTech Terris le 18 juin au Club Confère sur le thème blockchain, crypto-monnaie, régulation, innovation, la trésorerie d'entreprise en pleine mutation. Et voilà,
je laisse la scène à Amélie de Montchalin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente parce que d'habitude, quand on parle à des cercles financiers, il y a peu de femmes, où je me sens un peu seule. Mais ce matin, vous êtes nombreuses, ce qui montre que c'est sûrement une profession d'avenir. Je suis très heureuse d'être avec vous parce qu'en fait, dans mon petit tour d'horizon et surtout de mobilisation des acteurs financiers, eh bien, on parle beaucoup de vous les entreprises. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Donc je tenais, voilà, tout comme je rencontre les cercles patronaux, je trouve que vous voir aujourd'hui est important. J'ai un peu de temps devant moi, donc je vais essayer d'abord de bien vous expliquer comment nous avons essayé de procéder, comment nous avons besoin de vous, et puis ensuite d'avoir un échange aussi pour que vous me parliez de vos réalités de terrain et comprendre si ce que nous essayons de faire va dans la bonne direction ou s'il y a des choses encore à ajuster. En fait, toute notre démarche, c'est de parler de l'investissement. Tout notre projet économique, c'est un projet d'investissement. Quand vous entendez Benjamin Griveaux dire « nous ne travaillons pas pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération », c'est surtout vrai économiquement. On sait qu'on sort de plusieurs décennies de sous-investissement chronique en France, et je pense que dans vos entreprises, un certain nombre d'entre vous ont connu la menace du rachat hostile, peut-être par des acteurs étrangers. Pourquoi les entreprises françaises, petites et grandes, se font racheter ? Parce qu'elles ne coûtent pas cher. Et pourquoi elles ne coûtent pas cher ? Parce que leur actif n'a pas suivi le besoin de renouvellement d'un certain nombre, notamment d'actifs physiques. Vous savez qu'on sommes le pays où notre actif productif, donc les machines, pour être clair, sont parmi les plus vieilles d'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on travaille mal, mais ça veut dire qu'on a sous-investi. Et donc, travailler à une dynamique d'investissement, ça veut dire lever toutes les mauvaises raisons à ne pas investir. Je vais faire un tour d'horizon un peu large. Ça concerne la loi travail. Pourquoi on n'investit pas aujourd'hui dans le recrutement ? Parce qu'on a peur du licenciement. Ça concerne la fiscalité. Pourquoi on n'investit pas en actifs, en fonds propres ? Parce que la fiscalité était vue comme un repoussoir, voire même comme une désincitation à l'investissement en fonds propres. Pourquoi on n'investit pas dans ses personnels ? Parce que la formation professionnelle profite d'abord à des organismes de formation qui vont surtout vers les cadres et pas forcément vers ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés pour changer de métier. Pourquoi on investit dans l'école ? Parce que investir dans la maternelle, au CP, c'est la meilleure façon d'avoir une génération mieux formée, qui sait mieux apprendre à apprendre et qui sera donc plus adaptable à un monde qui change. Donc toute notre dynamique, tout notre corpus idéologique, c'est l'investissement, et l'investissement, alors pas pour que les résultats arrivent dans 50 ans, mais on sait bien qu'on a des problèmes structurels, des difficultés structurelles, et que mettre des pansements sur des jambes de bois ne vont pas résoudre le problème, et que donc il nous faut réinvestir à la fois les champs de politique publique et réinvestir concrètement, financièrement, pour que notamment les entreprises puissent avoir devant elles un horizon de temps qui se dégage. Investir, ça veut dire être capable de regarder à 10 ans, et donc se demander, qu'est-ce que chacune de vos entreprises, quelle est sa mission à 10 ans, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut vendre, à qui, comment, à quel endroit, comment elle exporte, comment elle innove, et qui elle aura dans ses équipes à ce moment-là. Alors, quand vous regardez dans mon rôle à la Commission des finances, vous dites, oui, c'est très général, comment ça s'incarne précisément ? Ça s'incarne dans 3 choses dont j'aimerais vous parler ce matin. La première, c'est donc notre réforme fiscale, qui était le point de départ de la démarche. La seconde, c'est ce que j'appelle la vision de la chaîne d'investissement. Comment on révolutionne la relation entre les maillons de la chaîne d'investissement. Je vais y revenir en détail. Vous êtes un maillon central de cette chaîne puisque vous êtes ceux qui ont des projets à faire financer et vous vous tournez vers la place et les acteurs pour qu'ils puissent vous aider. Donc on va parler de cette chaîne de la relation et qui change fondamentalement aussi le rôle que nous, députés, nous prenons dans cette révolution, j'allais dire, cette transformation, puisque ce n'est pas seulement une loi dont nous avons besoin, mais ce sont d'acteurs qui agissent différemment. Donc, je vais y revenir un peu plus longuement. Et puis, je vous parlerai en 3e point de la loi Pacte, qui est un moment à venir important de notre dialogue et notre débat national sur la place de l'entreprise, et puis d'autres thèmes que la réforme fiscale elle-même qui peuvent vous concerner. Premier point, donc la réforme fiscale. Pour vous donner 2 points de départ du diagnostic que nous avions et que je pense vous partager, je vais vous donner 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est la différence entre
les montants investis dans les fonds propres de nos entreprises, notamment PME et ETI, qui sont la base de notre emploi et de notre croissance, en 2017, c'est 17 milliards. Ça tombe bien, 2017, 17 milliards. Rapportons ça à gros traits à l'argent qu'il y a sur les comptes bancaires des Français non placés, vraiment sur leur compte courant, 400 milliards. L'argent dans l'assurance vie, 1600 milliards, dont 1300 en fonds euros. L'argent de l'épargne retraite, 200 milliards. Autant vous dire que par rapport à notre masse d'épargne disponible, ce que nous sommes capables en tant que Français de générer pour les fonds propres de nos PME ETI, c'était 17 milliards. Donc ça veut dire très peu. Ça veut dire qu'on n'a pas une culture, et vous êtes très bien placé pour le savoir, d'investissement en fonds propres. Deuxième sujet, qui est à la fois le drame et la bonne nouvelle, c'est que sur ces 17 milliards, la moitié vient de l'étranger. La moitié vient de fonds étrangers. C'est à la fois génial, parce que ça veut dire que la France redevient attractive. Nous sommes un pays où il fait donc bon investir, les perspectives sont donc considérées comme intéressantes. Certains, en dehors de nos frontières, considèrent que nous faisons des réformes et que les entreprises vont donc être capables de générer de la croissance et de la valeur. Mais le drame, c'est que nous travaillons collectivement par cette transformation difficile que nous avons devant nous pour les épargnants étrangers. Ça veut donc dire que tous les efforts collectifs que nous faisons entre nos frontières vont profiter à d'autres. Ce point de départ-là nous dit deux choses. Pourquoi notre culture de financement n'est pas une culture de fonds propres? Et deuxièmement, comment on s'assure que ce sont d'abord les Français qui vont bénéficier de la transformation que nous allons mener? Au milieu de tout ça, il y a la fiscalité. La fiscalité, jusqu'en 2017, c'est une fiscalité qui casse l'envie collective de faire grandir les entreprises et de les valoriser. Pas forcément les faire grandir, mais de les valoriser. Puisque, à la fois par la fiscalité des dividendes et des revenus de l'épargne, certains ont dû faire leur déclaration d'impôt ce week-end et ont remarqué que dans le formulaire 2042, il est écrit en toutes lettres que si vous avez touché un dividende, d'abord vous avez payé 21% de prélèvement libératoire et ensuite vous serez imposé au barème progressif. Donc quand vous êtes à un taux progressif de 40 ou 45%, vous faites la somme, ça fait plus de 65% pour certains Français. Donc, quand vous avez ce genre de régime, est-ce que vous avez envie d'aller placer votre argent, de l'épargner productivement? La réponse est non. Et puis ensuite, quand vous êtes patron de PME ou patron d'ETI, ou quand vous avez des parts d'entreprise et que c'est votre outil de travail ou que c'est là où vous avez investi, le jour où l'entreprise se valorise, donc c'est-à-dire qu'elle vend des parts, ça veut dire qu'elle se consolide, ça veut dire qu'il y a un échange de titres, ça veut dire qu'on extrait la valeur, ou en tout cas là on la rend visible, puisque ça valait 100, peut-être que ça vaut plus que 100 quand l'opération se fait, eh bien vous avez du coup les impôts qui vous disent mais c'est formidable parce qu'avec l'ISF, eh bien on va vous prendre 1,5% ou 2% maximum par an de cette nouvelle valeur. Donc quand vous avez un rendement de long terme de l'économie de 2 ou 3 ou 4%, ce qui est déjà pas mal, eh bien vous avez 1 ou 2% d'impôts qui viennent. Donc le message envoyé à tout le monde était d'abord n'investissez pas en fonds propres, puisque la fiscalité n'est pas bonne. Et deuxièmement, surtout, chers entrepreneurs, ne valorisez pas vos entreprises, vos actionnaires auraient peut-être plus d'impôts à payer si ce n'est pas leur outil de travail. Donc en gros, monsieur le patron de PME, restez seul maître à bord avec vos petits sous que vous avez investis le premier jour, puisque c'est la seule façon de ne pas d'échapper à l'impôt. Tout ce contexte-là, on voit bien créer des incitations extrêmement négatives, à la fois pour la croissance de l'économie, pour l'investissement, et puis plus généralement pour notre capacité à, nous, Français, investir dans nos entreprises. Et donc finalement, les investisseurs étrangers avec des régimes fiscaux différents sont beaucoup plus intéressés par nos entreprises que nous-mêmes. Donc, je pense que vous avez compris la démarche, vous êtes bien au courant. Ce n'est pas un débat facile, parce qu'il faut parler d'entreprise, d'économie et de financement à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que moi, j'étais au milieu de tout ça. Il faut entendre quand même un petit peu la petite musique. Si on parle d'entreprise, c'est que forcément on est de droite, c'est qu'on est ultralibéral et qu'on est contre le pays. On n'est pas pour les salariés pour qu'ils puissent avoir un emploi durable. On est contre le pays, voilà. Donc ça s'est quand même fait, ça a été voté. On y a mis, notre capital politique, on y a mis surtout un engagement pris devant les Français, et c'est pour ça qu'on a réussi à le faire. Il faut avoir en tête que politiquement aujourd'hui, si nous arrivons à faire des réformes, c'est parce que nous avons le mandat de les faire par l'élection. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette réforme fiscale ? Un régime qui met durablement fin à l'effet repoussoir dans l'investissement, et de notre part, un objectif politique très clair qui est de dire l'épargne, sur les 17 milliards dont on parle, 5 viennent de l'épargne, des ménages français à gros traits. C'était l'ISF PME, c'est le PEA PME, c'est des mécanismes comme les FIP, etc., etc. Notre objectif, c'est de passer de ces 5 milliards qu'on est arrivé à 10 milliards
en 2022. Je parle ici de financement en fonds propres des entreprises non cotées. Donc, ce n'est pas forcément les entreprises, peut-être que la plupart d'entre vous représentent, mais c'est essentiel. Nous ne pouvons pas avoir un tissu industriel et productif solide si nos PME, nos ETI n'ont pas plus de fonds propres. Et ça, il faut qu'on arrive à le financer par notre épargne. Donc notre objectif, c'est de passer de 5 à 10. Il y a des réunions que je fais avec ceux dont c'est le métier de leur parler, qui me disent « Oh là là, mais c'est très facile ». Je dis « Faisons-le, puis quand on sera arrivé à 10, on se redonnera un objectif de doublement. Mais déjà, passons de 5 à 10. » Comment on y arrive? Oui, il y a la loi. Il y a les bonnes lois, il y a les lois magnifiques, il y a celles qu'on vote, on est fiers, on est le 21 décembre, il est 14h l'après-midi, le budget est voté, on aurait pu se dire, comme beaucoup de députés avant nous, ben voilà, on a fait notre boulot, on rentre chez nous, la loi est votée, puis tout va se passer. Notre démarche, c'est de bien considérer que si ceux dont c'est le métier au quotidien de faire différemment ne saisissent pas l'opportunité de faire différemment, on peut voter toutes les lois du monde, ça ne sert à rien. Et donc depuis le 21 décembre, le vote du budget, et donc on a organisé le 22 janvier, un mois après, le grand rendez-vous l'investissement productif, qui était en gros réunir dans la même pièce avec le Premier ministre, le ministre de l'économie, tous les députés concernés, tous les acteurs financiers, donc tous les intermédiaires financiers, les banquiers, les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine, les fonds de capital investissement, les assureurs, bref, tout ce qui fait la place de ceux qui sont entre l'épargne et l'investissement, donc de ceux qui sont entre là où il y a de l'argent et vos projets. Comprendre comment eux, ils allaient pouvoir faire différemment puisqu'on est de changer toutes les règles du jeu. Et que la première raison invoquée par leurs soins depuis des années, c'était la fiscalité ne nous permet pas de faire ce que vous demandez. Ok, la fiscalité a changé, maintenant comment on s'y prend? Et donc, on a, nous les parlementaires, mis en place un suivi extrêmement fort. J'appelle ça de la pression constructive. C'est très constructif, mais il y a un peu de pression pour leur dire « faites différemment ». Je pourrais vous en parler en plus en détail sur les choses qui se passent déjà. Mais ce qui est très positif, c'est que tous ces acteurs-là commencent à se poser, j'allais dire, des questions un peu nouvelles, un peu créatives, un peu de comment on pourrait s'y prendre. Et je pense reviennent un peu aux fondamentaux de leur métier. Ce ne sont pas d'être des conseillers fiscaux, ce sont d'être des conseillers de financement. Et donc on parle dans leur réseau plus des projets qu'on finance et pas de l'aménagement fiscal. Ce qu'on a à mener avec tous ces acteurs, c'est une triple révolution de la relation. Puisqu'on a parlé de l'investissement, c'est une chaîne. On passe le relais. Voilà, vous avez parlé de liquidité, de financement à très court terme pour arriver du cash à l'equity. Et ben, il y a plein d'étapes et il y a donc plein d'acteurs différents à mobiliser. Moi, je suis fondamentalement convaincue que quand vous avez les discours, la finance est notre ennemi, etc., c'est qu'au fond, l'économie, l'épargne, l'investissement, dans le débat public, sont devenus des concepts. On a oublié que ce sont chacune épargner, investir, créer une entreprise, aller chercher tel ou tel financement pour tel ou tel projet. C'est une décision d'abord incarnée. C'est la décision d'hommes et de femmes qui prennent des risques, qui, en leur âme et conscience, regardent l'avenir, se demandent ce qu'ils ont envie de faire, ont de l'ambition, ou pas, hein, ça dépend, et décident d'avancer ensemble. Donc réincarner en fait la décision financière. Et donc c'est pour ça qu'on parle de révolution de la relation. J'en vois trois en particulier. D'abord, la relation entre l'épargnant et son conseiller. Et l'idée là, c'est qu'on attend des mesures à faire évoluer, pour faire évoluer ce qui se passe dans le tête-à-tête, souvent formidablement sympathique, chaleureux, et souvent on sort de chez son banquier aujourd'hui, conseillé par son conseiller d'épargne, ravi, on a appris des choses, on a eu un discours personnalisé, on sent qu'on n'a pas eu exactement la même allocation d'actifs que celui qui était juste avant ou juste après. Ceci est ironique, ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur métier, mais aujourd'hui les conseillers en épargne n'ont pas les outils pour vraiment personnaliser et suivre quelle est la meilleure allocation pour la personne que j'ai en face de moi. Je prends deux exemples. Est-ce qu'on peut conseiller la même allocation d'actifs à un jeune de 30 ans qui est locataire, qui n'a pas encore de famille et qui a un métier dont la courbe salariale est en croissance, à une famille où les parents à 45 ans ont leurs enfants, sont en train de devenir propriétaires et ont du coup une situation financière plutôt stable, et puis propose la même chose à une personne de 60 ans qui doit plutôt organiser son patrimoine pour partir à la retraite. La réponse est bien entendu non. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe? À part dans quelques produits comme le PERP, où vous avez des allocations d'actifs de référence qui varient avec l'âge. Aujourd'hui, par exemple, ce simple concept de quel âge avez-vous, êtes-vous propriétaire ou non, et quel est votre cycle de vie, ce ne sont pas des choses qui ont été faites en partie parce que la fiscalité écrasait tout. Et qu'il était bien entendu beaucoup plus sain d'aller mettre son argent dans de l'assurance vie
potentiellement un peu de PEA, le PEL, et tout le monde était content. Donc il n'y avait pas besoin finalement, vu le chapeau fiscal qui était là, de poser des vraies questions sur l'individualisation du projet d'épargne. Cette relation, elle doit redevenir une question de projet personnel et pas une question de conseil fiscal. Ça, c'est la première relation à faire évoluer. La deuxième relation, et c'est la vôtre, c'est la relation entre les entrepreneurs et leurs financeurs. Pour moi, un projet d'entreprise, quelle que soit sa taille, ne devrait jamais s'arrêter dans le bureau d'un acteur financier, d'un conseiller bancaire, d'un spécialiste du financement, parce qu'il n'aurait pas dans son offre commerciale ou dans ses solutions la bonne solution. Aujourd'hui, le drame de beaucoup de nos PME, c'est qu'elles connaissent les 3-4 banquiers de leur région. Elles les connaissent parce qu'en général, tous les 5 ans, ils changent, parce que le banquier trouve que c'est bien d'avoir financé pendant 5 ans, ce serait mieux si quelqu'un prenait le relais. Mais si vous tapez à la bonne porte le bonjour, vous avez peut-être une solution. Si vous tapez à la mauvaise porte, votre projet s'arrête net. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que les entrepreneurs et les financeurs, non seulement s'apportent des solutions de financement, mais soient aussi beaucoup plus experts sur la capacité à juger des projets d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le bon outil? Moi, je vois des PME en Essonne ou des ETI qui me disent bah, voilà, on va aller voir notre pool bancaire, etc. Je dis mais pourquoi vous n'investissez pas en obligations convertibles? Pourquoi vous ne prenez pas à beaucoup plus long terme? Là, vous financez à 5 ans des choses qui pourraient être financées sur 10, qui vous coûteraient beaucoup moins cher. Vous avez un carnet de commandes plein jusqu'à la fin du Grand Paris Express. Donc, je peux dire que ce n'est pas tout de suite. Etc. Et donc, oui, c'est comme ça qu'on est habitué à faire. Je dis, oui, mais ça ne correspond pas à votre projet. Oui, mais les banquiers nous disent que ça va très bien. Oui, bien sûr, ils peuvent vous dire que ça va très bien, mais ça ne correspond pas à votre projet. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des financeurs qui soient beaucoup plus au fait de la nature des projets qu'ils financent et donc des bons outils pour financer cela. La troisième relation, c'est la relation des acteurs financiers entre eux. Vous avez finalement une pléthore de diversité. Vous avez des gens qui ont comme métier de construire et de contrôler les tuyaux de l'épargne. Vous avez des gens qui ont comme métier d'accompagner financièrement et concrètement les entreprises au moment de la création. Vous avez d'autres dont c'est de financer la croissance. D'autres qui sont là pour réussir une ouverture de capital. D'autres qui sont connus du grand public. D'autres qui ne sont pas connus du grand public. D'autres qui ont des stratégies nationales, territoriales, internationales. Et donc, finalement, tous ces acteurs-là, ils sont très différents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se voient comme des concurrents. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous n'êtes pas des concurrents, vous êtes des complémentaires. C'est qu'aujourd'hui, dans le parcours de croissance d'une entreprise, au fond, si un patron était bien conseillé, ils devraient tous vous avoir rencontré à un moment donné. Sauf que du coup, il faut que vous arrêtiez de vous voir comme des agents en monopole et que vous construisiez entre vous des relations intéressantes. Un exemple, les réseaux de business angels financent et accompagnent un certain type de créateurs d'entreprises. Les réseaux de banques privées, en face, connaissent des gens qui pourraient devenir business angels. Il y a enfin en germe des idées de faire connaître par les réseaux des banques privées les business angels d'un territoire. Autre exemple, les fonds publics, genre BPI, les SICAV régionales, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur un territoire donné, les clients qui vont voir les banques pour dire « moi, je vais investir dans une FIP », vous savez, les produits justement de fonds de l'innovation qui ont souvent une caractéristique territoriale, qui puissent être mis en relation dans le co-investissement avec les fonds publics, plutôt que de faire aussi leur petit marché dans leur coin. Tout ça vient donc de comment on maximise la mise en commun des expertises et surtout de faire en sorte que les gens se connaissent entre eux, puisque les bureaux des uns ne doivent pas être les cul-de-sac des autres. Ce n'est pas parce que vous êtes rentré dans la mauvaise porte, vous n'avez pas trouvé la solution, que celui qui n'a pas la solution n'est pas capable de vous indiquer qui d'autre pourrait vous aider. Ça, c'est un changement. Ça a l'air facile d'en parler comme ça. Je peux vous dire qu'avec les acteurs financiers, c'est extrêmement compliqué. Quand on est assureur, on est assureur. Et donc on se voit, et après la régulation financière européenne, que je connais un peu, et vous aussi, je n'en doute pas, a quand même beaucoup segmenté finalement la réglementation. Et donc, on ne gère pas un bilan d'assurance comme on gère un bilan bancaire, comme on régule un gestionnaire d'actifs ou comme on régule un fonds dit alternatif, notamment de placement privé. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop organisé le marché financier en silo et que là où on devrait organiser des ponts et des transitions, eh bien, la régulation est une barrière. Quand j'ai vu l'Endix hier a à nouveau annoncé, par exemple, Crowdfunder, travailler avec des grands institutionnels français et européens, vous pourrez regarder dans les journaux, c'était hier, je trouve que c'est un mécanisme intéressant. C'est que c'est des gens qui sont partis vraiment du crowdfunding, très grande masse, petit ticket, beaucoup de monde, et qui aujourd'hui en fait co-investissent avec des instituts de très grande taille, des énormes assureurs, là en l'occurrence je crois que c'est Allianz, et puis il y avait eu par exemple un partenariat aussi, l'Endix CNP Eurasio PME. Donc vous commencez à avoir des dynamiques où on commence à structurer
des modes de financement qui complètent les acteurs entre eux. Troisième point de mon petite introduction, qu'est-ce qu'on cherche à faire et comment dans le passage de relais, on cherche aussi à changer de regard sur l'investissement. Et là, j'en viens à la loi Pacte. La loi Pacte, c'est un projet d'accompagnement à la croissance et à la transformation des entreprises. C'est vraiment un plan d'action, ce n'est pas une loi. Il y a des choses qui sont dans la loi, il y a des choses qui sont plus dans la mobilisation des acteurs et le fait qu'on voit bien qu'on ne change pas tout par la loi, on change tout parce que les acteurs ont envie de faire différemment. La première chose qui compte beaucoup dans ce plan d'action, c'est d'être capable de recréer de l'horizon de temps. Et donc recréer de la confiance sur des horizons de temps plus longs. Alors vous dites, on est élus, nous, encore pour 4 ans, donc c'est pas très long, 4 ans. Oui, mais on se dit que si aujourd'hui, on n'essaye pas justement de collectivement recréer un horizon de temps collectif sur les véhicules d'épargne, les véhicules d'investissement, sur les projets d'entreprise, c'est pour ça qu'on parle de la raison d'être des entreprises. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Voilà, à plus long terme, pas juste parce que vous avez du EPS à délivrer à vos actionnaires. C'est pour ça qu'on va reparler d'assurance vie en unité de compte, d'assurance vie en unité de compte dans des fonds de capital investissement non cotés, par exemple. On va parler d'épargne retraite, d'épargne salariale. On va remettre toute notre dynamique de discours sur l'investissement et l'épargne le plus possible dans le long terme. Vous avez parlé au départ de vos problèmes de liquidité, de gestion de la liquidité avec les réglementations européennes. Tout le système post-2008 s'est concentré là-dessus et a fait croire d'ailleurs aux épargnants qu'un placement sûr, c'était un placement liquide. Bon, je pense que vous êtes très bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, la liquidité, elle est fictive. Et que quand on parle de l'assurance vie comme d'un produit liquide, si chacun de nous allons voir notre banquier demain pour demander nos 1600 milliards d'euros en liquide, eh bien, il n'existe pas. C'est juste que si on vend tous en même temps, la vraie valeur IFRS de ce qu'on vendrait à 1600 milliards d'euros de vente d'actifs demain, c'est zéro. Il n'y a pas d'acheteur demain pour 1600 milliards. Ça veut donc dire que la liquidité, c'est pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il faut sortir de cette vision que la valeur d'un placement, c'est sa liquidité. La valeur d'un placement, c'est sa capacité à être liquide au moment où vous en avez besoin. Et donc, quand vous épargnez pour la retraite, vous en avez besoin quand vous êtes à la retraite. Ça tombe bien, c'est écrit dans le produit lui-même. Donc l'horizon de temps, c'est la première chose sur laquelle on veut travailler. La deuxième chose, c'est de remettre du sens et de la conviction dans les décisions d'investissement. C'est la rentabilité d'un projet, c'est aussi sa capacité à créer de la valeur au sens large. La valeur économique, certes, la valeur sociale, la valeur environnementale, la valeur dans la formation et l'augmentation du capital humain que ça peut générer. Et c'est pour ça qu'on parle de raison d'être, de RSE qui devient intrinsèque à l'entreprise et pas décoratif. C'est pour ça que quand le président de la République appelle tous les intermédiaires financiers à prendre pleinement leur part dans le financement de la transition climatique ou dans les sujets de finances durables, qui est un sujet sur lequel je suis ravie de revenir, au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est une finance de conviction. Une finance qui fait des choix et une finance où chaque acteur a le droit de ne pas faire la même chose que son voisin. C'est de mettre un peu fin au relativisme géant des benchmarks, où quand vous avez généré 3,2% de rendement sur le trimestre, si le benchmark c'est 3,3%, et bien vous êtes un mauvais gestionnaire d'actifs. Et ça fait converger finalement tout le monde sur les mêmes placements, et qui fait que quand vous avez un projet innovant, quand vous êtes une entreprise qui n'a pas exactement choisi de se positionner sur le même marché, avec la même taille, avec les mêmes moyens de financement, et ben on vous regarde comme un oiseau bizarre, et au lieu de se dire, voilà, peut-être un risque à prendre pour une rentabilité que d'autres n'auraient pas vue, et ben surtout, on se tient éloigné. Donc une finance de conviction, c'est une finance qui est capable de financer l'emploi, l'innovation et la transition, notamment climatique. Ça veut donc dire une finance qui accompagne les projets, même s'ils ne sont pas normés, exactement pareils, etc. C'est difficile parce que toute la réglementation, effectivement, aujourd'hui, ne pousse pas à ça. Les rankings, les critères, les scorings font qu'on a tous très envie de mettre tout le monde dans des cases et que plus tout le monde se ressemble, plus c'est simple. Donc je vais conclure parce que je pense que le but, c'est aussi qu'on puisse échanger. Au fond, vous êtes, vous, les principaux interlocuteurs des acteurs financiers pour les entreprises dont je viens de parler. Vous êtes donc ceux, j'allais dire, qui êtes dans la meilleure position pour aussi leur apprendre à faire autrement. Sachez qu'on vous soutient pleinement dans cette démarche de vouloir faire autrement, puisque c'est tout ce qu'on essaie de leur dire aussi. Donc je pense que si collectivement, nous, on leur met un peu de pression, et vous leur faites des demandes un peu innovantes, un peu différentes, voilà, je pense qu'on peut, au milieu, amener nos banquiers, voilà, et aussi amener aussi les marchés financiers, le grand marché, le grand méchant marché, parfois disent certains, mais le marché, à comprendre qu'en France aussi,
On peut vouloir développer de la dette cotée, on peut vouloir développer des obligations convertibles, on peut vouloir devenir coté même avec une petite taille. Et donc vous êtes, vous, vraiment au cœur de la dynamique d'innovation dont on a besoin, d'investissement dont on a besoin, et que le financement, vous le savez, c'est d'abord un outil et ça ne devrait jamais être une contrainte. Et donc c'est pour ça qu'on travaille. Donc je n'ai pas beaucoup parlé de pacte dans le détail, de ce qu'on veut faire notamment sur l'investissement socialement responsable, l'objet social des entreprises, le PEA-PME, l'épargne retraite, mais je suis ravie d'avoir vos questions. Et puis surtout de comprendre comment vous vivez ce qu'on essaie de faire depuis un an, la dynamique qu'on essaie d'insuffler et les potentielles difficultés qui restent dans vos métiers. Voilà, merci beaucoup. Madame la députée, bonjour. D'abord, je voudrais vous transmettre notre bonheur que la France retrouve sa grandeur, qu'on puisse aller à l'étranger sans baisser la tête quand on est français. Je pense que depuis le général de Gaulle et depuis Pompidou, on avait peu eu cette occasion pour ceux d'entre nous et celles d'entre nous qui voyagent beaucoup. Et là, c'est vraiment formidable. Et bravo pour tout ce dynamisme et toutes ces idées. Alors, nous, comme vous le savez, les trésoriers, on est chargés de financer un certain nombre de projets ou un certain nombre de fondations, ou les deux souvent. Et effectivement, ce qui nous bloque, il y a autre chose qui nous bloque dans la régulation, ce sont les rendements. Ici, on a affiché une conviction, encore il y a peu de temps, c'est que les fonds flexibles aujourd'hui sont bien plus intéressants à une époque de taux négatifs ou à zéro. Et en fait, ça, on le sait, on trouve des fonds à faible volatilité, à fort rendement, notamment dans des fonds de fonds, de grandes maisons. Là, le dernier que j'ai vu hier, 3% de volatilité, 2,5% de downside risk, 9% par an de rentabilité. Ça, c'est vraiment, je dirais, ça. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de projets caritatifs, le nombre de projets d'entreprises qu'on pourrait financer en gagnant plus qu'1% par an. Et donc, je pense qu'aussi, il faut un petit peu, évidemment en gardant les principes de prudence qui nous sont chers, un petit peu donner de liberté aux trésoriers français pour qu'ils puissent faire comme leurs collègues anglo-saxons. Ce que je vous propose, c'est peut-être prendre plusieurs questions pour que je puisse m'appuyer sur les uns pour répondre aux autres. Bonjour. Vous avez évoqué le manque de fonds propres des TPE-PME avec des chiffres qui sont effectivement assez révélateurs. Le problème est beaucoup plus large, je crois, puisqu'il touche également les entreprises importantes. C'est que le CAC 40 est détenu, je ne sais plus très bien quel est le taux aujourd'hui, mais de l'ordre de 60, plus des 2/3. Voilà, plus presque des 80% si on prend. Ça, c'est aussi un problème, à mon avis. Et alors, dans le cadre des réformes que vous évoquez, il y a une discussion qui me surprend, et je suis parfaitement conscient des difficultés que ça peut représenter au point de vue politique, mais on est en train de remettre à plat, ou en tout cas d'envisager de remettre à plat, le financement des retraites. Et on a eu un débat surréaliste il y a 25 ans en France sur les fonds de retraite par capitalisation, qui serait une solution possible d'apport de fonds propres. J'ai l'impression que la porte a été fermée sur ce sujet, ou alors mes lectures sont insuffisantes. J'ai l'impression qu'on reste dans un système de pure répartition, qu'on refuse toute retraite par capitalisation, qui serait également une occasion de forcer l'épargne vers, c'est exactement la direction que vous avez décrite, forcer l'épargne vers de l'épargne longue investie dans les fonds propres des entreprises. Alors qu'en est-il? Est-ce que vraiment on en est là, ou est-ce qu'il y a encore quelques espoirs de voir cette espèce de débat dogmatique complètement dingue se terminer? Et chacun sait que si on pouvait arriver à une espèce de répartition un petit peu intelligente entre différents systèmes, ce serait peut-être pas plus mal. Donc voilà, ma question c'est au sujet de ce que vous voulez faire ou de ce que sont les projets sur les financements des retraites. Alors, cher monsieur, la liberté au trésorier, moi je suis pour. Je suis aussi consciente que le rendement ne s'invente pas. Et que si certains produits ont l'air, je veux dire, très attractifs, bien structurés et ont du rendement, alors je ne connais pas exactement les contraintes qui font qu'aujourd'hui vous n'avez pas cette liberté. Je vois néanmoins de ma petite fenêtre que le rendement des actifs dits liquides, c'est quand même extrêmement bas, voire parfois encore toujours négatif. Donc je vois qu'il faut qu'on se parle après pour vous m'expliquer exactement de quelle liberté vous parlez. Je ne connais pas, je vous l'avoue, les contraintes notamment réglementaires qui posent au prudentiel, qui pèsent sur vos épaules, les comptables. Donc c'est IFRS, etc. Alors, je vais faire un aparté, je sors de mon rôle de député. Moi, j'ai eu des discussions extrêmement longues dans ma précédente vie et parfois assez décourageantes avec Michel Prada, notamment de l'IFRS, sur un certain nombre de normes qui font qu'au fond, on a tous intérêt à surtout ne pas investir au fond.
On a intérêt à garder du cash bien liquide, parce que celui-là, au moins, on sait où il est. Dès qu'on investit dans de l'equity, dès qu'on investit dans le long terme, IFRS est extrêmement pénalisant. Donc je vois que vous hochez la tête, mais on pourra s'en reparler. Il faut que je me forme sur ce sujet et comprendre vos contraintes. Sur les retraites, en fait, il y a deux choses. D'abord, il y a le marché coté en général. Moi, ce que je cherche, pour être très clair, c'est qu'il y ait de l'argent frais qui arrive sur le marché primaire, qui soit coté ou non coté. C'est que quand il y a une augmentation de capital d'une grande entreprise ou d'une petite, qu'elle soit cotée ou non cotée, il puisse y avoir de l'argent français, d'épargnants français, qui rentrent dans cette montée au capital. Donc, effectivement, on parle beaucoup des PME, des ETI, parce que c'est là où le besoin est le plus, j'allais dire, criant. Mais quand on voit effectivement les taux de détention du CAC 40, je peux vous dire que sur le PEA, il y a du travail à faire, et surtout sur les augmentations de capital, il y a du travail à faire. Il faut que ce ne soit pas seulement des institutionnels étrangers qui rentrent au capital aux entreprises. Les retraites. Il n'est pas question de fermer la porte au débat. Il est plutôt question, dans notre démarche, d'ouvrir toutes les possibilités. Quand dans la loi Pacte, vous allez voir qu'on va parler d'épargne retraite, Bruno Le Maire a une grande ambition là-dessus, qui est de dire il faut que ces produits soient plus lisibles, qu'ils soient plus convergents. Je peux vous faire la liste des produits. L'article 83, le PERP, les Madelins, les fonds PE qui se transforment en PRE, ensuite le plan d'épargne retraite d'entreprise. Bref, on a beaucoup de produits. Personne ne sait très bien, du coup, où investir. Et la meilleure, vous savez qu'en économie comportementale, plus il y a de choix, moins il y a de décisions. Parce que du coup, les gens disent il vaut mieux ne pas prendre de décision que de prendre une mauvaise décision. L'idée, c'est déjà de reclarifier le paysage. La deuxième chose, c'est de faire passer l'épargne retraite par capitalisation, celle qui existe, complémentaire, supplémentaire, de 200 milliards à 300 milliards. En 5 ans, ça veut dire 20 milliards de plus de flux dans les produits d'épargne retraite longue. Et c'est de donner à la sortie plus de liberté. Parce qu'aujourd'hui, puisque nous avons un système par répartition, qui n'est pas luxuriant, mais qui reste généreux, si vous forcez les Français à sortir à nouveau en rente, pour un certain nombre de ménages, ça ne leur semble pas adapté. Moi, personnellement, visitant les EHPAD de ma circonscription, je peux vous dire que tout ce qui peut contribuer à assurer un revenu mensuel plus élevé aux Français, notamment pour faire face à la dépendance, est sain. Maintenant, si ça devient un repoussoir à l'investissement de long terme, c'est dommage. Donc, le point de départ de l'épargne retraite, c'est de dire plus de liberté sur les modalités de sortie. Sortie en capital une fois, sortie en capital tous les 10 ans, sortie en rente mensuelle. Moi, je milite aussi pour qu'on puisse avoir des rentes bonifiées en cas de dépendance. C'est des choses que les assureurs savent très bien faire, sur lesquelles il y a énormément de pédagogie à faire parce qu'on ne connaît pas dans le grand public les instruments. Donc, toute notre démarche, et d'ailleurs c'est une démarche européenne, c'est de dire on n'a pas besoin de remettre en cause les fondamentaux du système de retraite, dans l'idée que ce soit la répartition. En revanche, on va essayer de rendre le système plus juste. Âge de départ 62 ans, un système a priori à point, qui fait que 1 euro cotisé par un fonctionnaire, un travailleur indépendant, un salarié ou quelqu'un justement qui cumule différentes activités, puisse donner lieu à une retraite qui soit plus lisible. Donc ça, c'est la retraite, c'est le projet de réforme de ce que vous entendez dans les journaux, Jean-Paul Delevoye, la consultation, etc. En parallèle, on est en train de travailler sur tous les mécanismes collectifs et individuels de retraite, ce qu'on appelle supplémentaires. Il y a un projet européen qui s'appelle le projet PEP, Pan-European Private Pension Product, PEPPP, il y en a 2 ou 3, ça dépend si on les met tous. Mais ce projet-là, c'est exactement de dire comment en Europe, on essaie de faire un peu converger, ou en tout cas faire mieux se comprendre, les solutions d'épargne par capitalisation supplémentaires. Certains vont vouloir garder la capitalisation comme régime de base et de la capitalisation supplémentaire. Certains, comme nous, disent voilà, nous, on veut de la répartition et en plus, on veut de la capitalisation. Ça, c'est le premier bloc. Et je pense que vous allez voir dans la loi Pacte, on en parle beaucoup. Et nous, je peux vous dire que députés, ça nous occupe beaucoup. Et on n'a pas de tabou à dire ceux qui peuvent épargner pour préparer leur retraite et leur revenu futur doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la répartition, mais ils doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et les conditions de sortie de leur épargne doivent être suffisamment intéressantes fiscalement, face à la dépendance et potentiellement capitale, pour qu'ils aient toutes les incitations à y aller. C'est la première chose. Le reste à charge dans les EHPAD est élevé. Et je me dis que tous les Français qui ont un peu de moyens, s'ils pouvaient mettre un peu d'argent de côté, plutôt que finalement d'investir dans l'immobilier, ce que beaucoup de Français finissent par faire, qui est quand même le placement le moins liquide au moment où vous en avez besoin quand vous êtes dépendant. Vous avez quand même 2 petits chiffres. Le coût moyen d'une personne qui rentre dans un EHPAD, in fine, c'est 200 000 €, avec le reste à charge, la durée moyenne, les soins, etc. Le patrimoine moyen des Français, quand ils décèdent, c'est 300 000 €. Sauf que je peux vous dire que ce n'est pas les 300 000 €
de patrimoine moyen à l'âge du décès qui ont souvent financé les 200 000 euros de l'EHPAD. C'est leurs enfants, plus jeunes, qui sont dans des âges de leur vie où ils pourraient consommer beaucoup plus, qui financent la dépendance de leurs parents. Donc, ce système-là montre bien qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait plus, potentiellement par du viager, qu'on rende plus liquide l'immobilier à un moment donné, ou par des systèmes justement de rente bonifiés au moment de la dépendance, qu'on puisse assurer ce financement. Donc ça, c'est le sujet, vraiment, comment l'épargne retraite devient intéressante pour les besoins de ceux qui en ont besoin à la retraite. L'autre sujet, c'est aussi comment on gère les fonds par répartition qui existent. Je pense par exemple à l'ERAFP, qui est le fonds de retraite additionnel de la fonction publique. Je parle par exemple des fonds préfonds. Tous ces fonds-là, aujourd'hui, monsieur qui m'a posé la question sur la liberté que vous n'avez pas, sont aussi soumis à des contraintes, moi qui me désespère. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays où on gère un fonds de pension, puisqu'il y a des fonds de pension en France. L'ERAF, par exemple, en est un. La Préfonds en est finalement un aussi. Ces fonds de pension-là sont régulés par une vision de ce qu'est l'investissement totalement hors sujet. L'ERAF, aujourd'hui, c'est 25% de ses actifs qui sont en actions. Aujourd'hui, quand il y a 1 euro qui arrive supplémentaire dans le fonds ERAF, Philippe Desfossés, qui gère le fonds, s'il regarde son cahier des charges, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est acheter une OAT à 12 ans ou à 15 ans. Bon, formidable, si vous connaissez le rendement de l'OAT à 12 ans, 15 ans. Alors moi, j'ai des discussions, je vous raconte un peu mon quotidien, j'ai des discussions avec des gens qui me disent « Mais tu comprends, Amélie, si on augmente la part en actions, il faudra expliquer aux syndicats qu'on prend des risques avec leur épargne. » Et je dis « Bah oui, tu vas pouvoir surtout pouvoir leur dire que si on ne prend pas cette position d'investissement, tu prends un risque de quoi? Tu prends un risque de volatilité. Si tu investis sur 25 ans, on s'en fiche. Mais surtout, dans 25 ans, le fonctionnaire qui a mis à l'ERAF un peu d'argent, il va se retourner, il va se dire, bon, en 2017, vous avez la possibilité d'investir dans le marché action. Rendement espéré, on se retournera dans 25 ans. En moyenne, c'est la croissance du PIB plus l'inflation. Donc, on peut dire que c'est 4-5% par an, en longue période. Si vous investissez dans l'OAT à 12 ans, qui a donc un rendement d'1,5, il pourra se retourner contre vous en disant, et d'ailleurs les syndicalistes, je pense, seraient très bien placés pour le faire, en disant, mais attendez, on a mis de l'argent de côté et vous n'avez pas travaillé dans le meilleur intérêt des salariés maintenant retraités. Donc on a tout un débat, et dans la loi Pacte, normalement, on va essayer de doubler la part d'investissement en actions de ces fonds supplémentaires, de passer de 25 de fait à plutôt 50. Aucun fonds de pension dans le monde, aujourd'hui, quand on regarde, a moins de 60 à 66% en fonds propres. Il y a du côté, il y a du non-côté. Les fonds souverains sont un bon exemple. Quand même, a priori, on travaille pour l'intérêt collectif. Ont souvent des allocations à beaucoup plus que la moitié, ou souvent convergent vers les 2/3 en fonds propres. Nos fonds à nous, pas du tout. Donc c'est toute cette logique-là qu'on est en train d'essayer d'inverser. Les fonds de pension, entre l'épargne retraite, les fonds, là, justement, ERAF ou préfonds, et puis potentiellement ce qu'on veut faire sur l'euro croissant, donc transformer l'assurance vie en des placements plus longs, moins liquides, et donc qui sont plus facilement investissables en fonds propres, tout ça converge pour dire, on n'a pas forcément besoin de tout casser pour les investir, on fait des fonds de pension, on a des choses qui y ressemblent beaucoup, simplement qu'il faut bien les investir, et il faut un peu secouer le système pour que les bons outils soient mis en face des bons objectifs. Donc voilà le sens de notre action. Bonjour. Visiblement, vous avez plaidé pour une diversification des sources de financement pour les entreprises. Et donc, cette diversification, si je comprends bien ce que vous nous dites, ça passe par aussi un éclatement de ces sources de financement. Je suppose que vous êtes consciente que vous allez ainsi totalement à l'inverse de tout ce qui a été fait ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, c'est depuis très longtemps, en matière d'épargne, puisque tout a été fait pour pousser, par exemple, les caisses de retraite à se regrouper, les mutuelles à se regrouper, à concentrer l'épargne dans quelques mains et pour faire en sorte que cette épargne soit investie de la façon la plus sécuritaire possible. L'Agirc Arrco, aujourd'hui, son principal sujet, c'est de faire en sorte que les frais de gestion des placements qu'il fait soient les plus bas possibles sans trop se préoccuper de la rentabilité des placements. Or, vous voyez bien que plus on concentre, plus on rassemble au même endroit et dans les mêmes mains la décision sur des masses d'argent plus importantes, plus l'épargne s'oriente vers des grosses entreprises, vers des placements effectivement dits liquides, donc des grosses émissions faites par les États,
Et encore aujourd'hui, il y a un décret qui plane au-dessus des caisses de retraite professionnelles qui va les pousser à vendre leurs actions pour les remplacer par des OAT. Donc, ce que vous nous décrivez, qui me paraît être tout à fait sensé et être tout à fait ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est quand même une démarche qui est à 180 degrés par rapport à tout ce qui a été fait ces dernières dizaines d'années. Je vais vous répondre parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Pour moi, concentrer l'épargne dans des fonds plus gros, je pense que ça n'a rien à voir. Et voir, ça peut être... Il y a concentrer et diversifier. Il y a qui gère et comment c'est alloué. Et si vous voulez, par exemple, allouer dans des fonds de PME non cotés, il faut que vous fassiez de la recherche. Beaucoup. C'est difficile à faire quand vous avez 100 millions à placer. C'est plus facile à faire quand vous avez 10 milliards. Donc, ce que je veux dire, c'est que la concentration, ce que vous dites, entre quelques mains, pour moi, n'est pas du tout orthogonale avec l'idée qu'on va mieux l'allouer. Là où on est effectivement à 180 degrés du passé, c'est de considérer qu'on n'a pas fait son boulot d'intermédiaire financier quand, au niveau de l'épargnant, vous sortez d'un conseiller bancaire avec un livret à saturer, 150 000 € sur l'assurance vie et avec un PEL. Parce que si l'assurance vie, elle est allouée, comme c'est le cas aujourd'hui, à 80% en unité de compte fonds euros, c'est ça le problème. Donc la concentration des acteurs, pour moi, n'est pas un sujet. Au contraire, elle peut permettre de faire de la recherche. Vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations européennes. Aujourd'hui, personne n'est capable de financer la recherche. Je peux vous dire que vous n'êtes capable de la financer que si vous avez des économies d'échelle. Moi, ma bataille, ce n'est pas une question d'acteurs. C'est une question d'allocation. Je vais vous prendre un petit parallèle. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs qui a une cueillette. Sur le plateau de Saclay, vous connaissez peut-être, ça s'appelle la ferme de Villetin. Les gens viennent, ils se garent et ils vont faire leur cueillette de fraises, de framboises. Voilà. C'est mon grand-père qui a créé ça l'année de ma naissance. Et c'est un modèle qui s'est répandu à travers toute la France pour reconnecter les Français avec des légumes et des fruits. Vous allez me demander pourquoi je vous parle de ça, j'y viens. Est-ce que vous connaissez les pâtissons ? Pâtisson, c'est un légume ancien qui, quand on le cuit, ressemble à des spaghettis, sauf que c'est végétal. Je peux vous dire que quand mon grand-père a planté des pâtissons dans son champ avec ma tante, personne ne venait acheter des pâtissons. Bon, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de pâtissons qui étaient pourris sur le champ. Ils se sont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que les gens, par contre, achètent beaucoup de potimarrons. Ça, tout le monde sait cuisiner. Ça pousse à la même saison, c'est pratique. Et donc, il y a une opération qui consistait à dire un potimarron acheté, ou 2 potimarrons achetés, un pâtisson offert. Bon. Quand vous avez une logique de panier, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait toutes les AMAP, tous les paniers bio, tout ce que vous connaissez, c'est qu'ils vous mettent dans votre panier des trucs que vous n'auriez jamais achetés individuellement. Le pâtisson, le panais, enfin bon, je peux vous faire la liste des légumes anciens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je demande à l'épargnant ou à l'acteur financier de se dire, et surtout à l'épargnant, voilà, vous avez beaucoup de produits, vous avez des choses différentes, pas connues, un peu plus compliquées. Allez-y et choisissez vous-même d'investir votre épargne là-dedans. Ça ne se passera jamais. Moi, mon militantisme, c'est l'allocation, la diversification. Vendons aux Français des paniers d'actifs, des paniers de sous-jacents, des paniers d'investissement. Si on fait ça, on peut avoir 1 ou 2 ou 3% de l'épargne des Français dans des PME non cotées. Ensuite, vous avez les fonds de fonds BPI, vous avez les fonds de fonds des grands capital investisseurs. Vous avez d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai discuté très intéressant avec la Banque Postale, quand même la banque la plus populaire qui puisse exister, qui a quand même réussi à lever 3 milliards d'euros d'unités de compte depuis 18 mois. C'est pas évident de vendre dans les réseaux Banque Postale 3 milliards d'unités de compte, qui se pose des questions sur comment on vend un produit PME, avec de la dette cotée, de la dette non cotée, privée, de l'equity PME, une poche de liquidité pour que le produit ait une forme de 20% de liquide et 80% de moins liquide. Quand on fait ça, pourquoi c'est la Banque Postale ? Parce qu'elle a beaucoup d'actifs. Aucun petit fonds, aucune petite caisse de retraite, aucun petit acteur ne peut se dire qu'il va investir 6 mois à structurer un produit complexe pour le distribuer à 100 000 clients. Il peut le distribuer parce qu'il y a des millions de clients, parce que la recherche, l'investissement, la structuration, la capacité du coup à justement pouvoir diversifier ses actifs est importante. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Après, moi, je vous explique. Donc, moi, là où on est orthogonal, c'est la diversification. La concentration, pour moi, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet s'ils font leur métier. Leur métier, c'est de bien allouer, ce n'est pas de concentrer les produits. Ensuite, sur votre décret sur les caisses de retraite professionnelles, je vais regarder de quoi il s'agit, plus en détail, puisque c'est pour le coup totalement orthogonal avec ce qu'on cherche à faire par ailleurs. Donc je vais en parler avec mon équipe pour savoir de quoi vous parlez exactement.
Mais je pense qu'il ne faut pas... Voilà, la concentration permet aussi d'avoir des économies d'échelle sur des choses complexes. Là, attendez, après, qu'il y ait des gens plus petits qui le fassent, mais c'est tout aussi formidable. Mais aujourd'hui, là... Non, mais vous n'avez pas besoin d'eux. Mais quand je vois aujourd'hui, effectivement, comment l'épargne s'alloue, je pense qu'il y a de l'innovation à faire sur la structuration des produits, que certains gros acteurs peuvent faire. Ça ne veut pas dire que les plus petits n'ont pas le droit d'en faire, n'auraient pas le droit d'exister. Mais je peux vous dire que votre fonds Mikado, un jour, quand vous chercherez à créer un marché secondaire, c'est-à-dire à faire sortir les investisseurs qui sont arrivés au départ, vous serez très content qu'il y ait des acteurs plus gros qui puissent vous racheter ou faire tourner les titres. Oui, ou des gros qui aient beaucoup de stratégie. Et donc, on en revient à la capacité à ce que tous les gestionnaires d'actifs ne fassent pas la même chose. Bonjour madame. Oui. Sylvain Deforge. Vous avez parlé de finances de conviction. Il y a 3 mois, la personne qui viendra après vous à cette tribune, Olivier Guersan, FIMAS, que vous connaissez certainement. Que je connais et que je vais rencontrer Évidemment. avant vous en juillet. Donc, Évidemment. Elle a publié donc, cette communication sur la finance durable de la Oui. part de la Commission. du groupe On est d'experts de haut niveau le 22 mars. Je sais. Tout ce que nous avez dit aujourd'hui, vous avez, par prétérition, montré aussi, les questions le montrent, non pas les difficultés, mais les points qu'il faudrait assouplir, alléger, etc., dont un très grand nombre d'entre eux sont communautaires. Qu'il s'agisse, non pas du comportemental, bien sûr, quoique, même le comportemental existe, notamment dans les professions financières, mais tout ce qui est fiscal, comptable, réglementaire, prudentiel, etc., a une clé communautaire très forte. Or, nous sommes ici avec à la fois un calendrier nouveau, une nouvelle commission, un nouveau Parlement dans 18 mois. J'imagine que la nouvelle commission aura une mission. J'espère qu'elle lui sera donnée par les chefs d'État et le sommet européen et que le financement des entreprises et le développement de l'investissement dans l'économie fera partie des missions prioritaires de la commission future, de façon durable, bien sûr. Et puis, le deuxième point, c'est évidemment l'espèce de cataclysme d'une main et d'opportunité extraordinaire que donne le Brexit de réexaminer des réglementations dont on sait aujourd'hui qu'elles sont des freins objectifs mis de bonne foi dans une époque qui n'est plus la nôtre. Comment est-ce que vous voyez de ce point de vue-là les 18 mois qui viennent ? Eh ben, les 10 mois qui viennent, c'est pour ça que je vais à Bruxelles voir Olivier Guersan au mois de juillet. C'est pour ça que tous les députés français sont bien conscients que les élections européennes sont un moment clé et qu'il faut qu'il se passe sur les élections européennes un peu ce qui s'est passé en France. Qu'on reclarifie démocratiquement le mandat qu'on donne au Parlement européen et donc à la Commission, puisque le président de la Commission émane du Parlement européen. Il faut qu'on reclarifie très fortement le projet, les priorités, que c'est parce qu'il y aura un mandat européen fort et clair que la Commission pourra avoir du coup un peu d'espace pour proposer des choses qui aujourd'hui elle ne propose pas parce qu'elle n'a pas eu le mandat, aussi parce que voilà, la représentation typiquement britannique est importante, d'aller revoir le mark-to-market sur tous les actifs, dans toutes les conditions, tous les matins, sur des choses que vous ne vendrez jamais avant je ne sais pas combien de temps, de revoir le fait que dans MIF, alors je vous informe, quand vous allez vouloir donc maintenant placer 10, 100 ou 1000 ou 1 million d'euros, 10 ou 100 déjà, chaque fois que vous allez voir votre banquier, il va vous reposer les mêmes questions. Le questionnaire doit être posé à chaque fois. Moi, je pense que c'est bien qu'on pose le questionnaire de temps en temps, puisqu'on a dit qu'il faut réindividualiser. C'est plutôt sain qu'il y ait des questions, plutôt qu'on vous refourgue ce que le conseiller a dans la semaine, vous savez, du placement X. Et donc, si vous êtes tombé la semaine du placement X, vous avez X. Si vous êtes tombé la semaine du placement Y, vous aurez Y. Donc, c'est plutôt bien qu'on vous pose des questions. Est-ce qu'on a besoin de les poser à chaque fois qu'on investit, quel que soit le montant d'investissement et quelle que soit la portion du patrimoine que ça concerne? Est-ce qu'on a besoin aussi de vous poser à chaque fois les mêmes questionnaires dans différentes banques, parce qu'on considère que le service de la conformité de la banque A n'est pas fiable pour le service de la conformité de la banque B. Et tout ça, effectivement, ce sont des questions qui pour nous sont essentielles, parce que je peux vous raconter tout ce que je veux, je suis bien d'accord que ça va être compliqué. Pour continuer avec ma métaphore un peu culinaire, moi j'ai expliqué à un certain nombre de conseillers de ministres et au ministre lui-même qu'au fond, ce qu'on est en train de faire, c'était une lasagne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Oui, il y a la couche du discours ambiant. Notre épargne peut être utile. Notre argent, il est fondamentalement utile s'il est bien alloué. La deuxième couche, c'est la fiscalité. Il faut que les incitations fiscales soient convergentes avec ce qu'on cherche à faire. La troisième couche, c'est
les intermédiaires financiers qui doivent avoir réglementairement de la place pour innover, se mettre ensemble, sortir de leur silo. Mais la quatrième couche, celle qui est tout au-dessus, et qui, vous savez, on met la béchamel qui a un peu de goût, au-dessus, c'est quand même le prudentiel européen. Et que le prudentiel européen, c'est la cloche sous laquelle tout le monde travaille, et que oui, depuis 2008, on s'est focalisé sur la liquidité. Oui, depuis 2008, on s'est dit qu'il fallait s'assurer que le client avait tout compris de ce qu'on lui demandait de faire, objectivement. Moi, j'ai passé le questionnaire, je pense que je ressors avec des produits pas spécialement risqués, ni spécialement intéressants potentiellement pour moi, parce que, par exemple, je ne connais pas ce que c'est qu'un fonds à formule, parce que je n'ai jamais investi dedans, je connais son existence théorique. Avez-vous déjà investi dans un fonds à formule? Réponse non. Donc, on ne peut pas en proposer. Alors, c'est pas que c'est la solution, mais il y a un biais, du coup, qui fait que si vous n'avez jamais été exposé à quelque chose, vous ne pourrez finalement jamais l'être dans le futur. Tout ça, c'est clé. Donc, effectivement, au plan européen, et c'est pour ça que vous allez en entendre parler politiquement de plus en plus, nous sommes bien conscients que si nous n'arrivons pas à faire remonter au niveau européen tout ce qu'on vient de se dire là, si les préconisations du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable ne sont pas plus suivies, il se trouve que j'ai tenu la plume de ce rapport jusqu'à la veille de ma campagne législative. Donc j'en suis pleinement consciente et vous avez dû sentir qu'il y avait quand même pas mal de résonance. Si ça ne devient pas réalité, alors tout ce qu'on se dit là, effectivement, restera une initiative française dont le potentiel est très limité. Mais je tiens à dire, et c'était d'ailleurs la ministre des Affaires européennes l'a redit ce matin publiquement, sur la méthode, c'est un poil de politique, si nous ne faisons pas valider démocratiquement le mandat que nous donne la Commission européenne, si nous votons le budget européen avant qu'il y ait les élections, je pense que ça ne peut pas se passer techniquement. Mais ceux qui militent pour ça, à mon avis, font une grave erreur. On ne fait pas de transformation aujourd'hui dans notre monde sans que vous ayez une source de légitimité. Et la source de légitimité, ça ne peut pas être le Parlement européen élu en 2014 qui vote ce qu'on va faire entre 2021 et 2027, donc dans un autre temps, avec des Britanniques au milieu, sachant que ce budget se fera par exemple sans les Anglais. Donc, tout ça est un peu compliqué. Mais pour nous, c'est essentiel. Je vous parle de ça, de finance, je peux vous parler de l'intégralité des secteurs, notamment sur les politiques sectorielles, où on veut faire des révolutions. On a besoin d'un mandat européen beaucoup plus convergent avec ce qui devient aussi consensuel. Le financement des PME qu'on parle aujourd'hui, je suis sûre qu'en Finlande, en Italie et en Autriche, on a les mêmes discussions. J'en suis certaine. Les systèmes ne sont pas les mêmes, mais le besoin est pareil. On a besoin d'innover, on a besoin de se numériser, on a besoin de fonds propres, on a besoin de se redonner 10 ans devant nous pour que nos entreprises européennes soient pertinentes dans un monde qui change vite. Et ce n'est pas le slogan d'une banque. Madame la députée, on a beaucoup parlé de macro, on a parlé d'infrastructures. Le débat a peut-être failli dériver sur des problématiques très, très techniques. Mais finalement, tout ce qu'il y a, l'essentiel, c'est le financement de l'économie, c'est c'est l'investissement. Pourquoi? Pour développer notamment des entreprises. Et on n'a pas beaucoup parlé des entreprises. On n'a notamment pas parlé beaucoup des petites entreprises. On sait très bien qu'en France, on a plein d'entrepreneurs, on a des gens de valeur, et qu'on a beaucoup de mal à faire émerger. Alors je ne parle pas des licornes. Les licornes, elles vont ailleurs pour des raisons qu'on connaît. Mais les toutes petites entreprises, les startups, on a tous autour de nous des jeunes qui montent des startups avec l'argent de la famille, etc. Et on sait très bien qu'il y a une énorme difficulté pour passer les différentes étapes avant d'être visible. Bon, vous avez fait état de votre expérience dans votre territoire. Ces startups, elles se développent un peu partout. Quelles sont les mesures envisagées pour faire se rencontrer en fait l'épargne de Monsieur Tout le Monde, qui préfère très probablement faire croître les entreprises de son entourage, de son écosystème, plutôt qu'aller placer ses économies dans des géants mondiaux de l'asset management, dont la seule chose qui est certaine, c'est qu'ils sont très régulés, qu'ils sont relativement opaques et finalement assez coûteux et prélèvent une part importante de l'épargne de nos concitoyens. C'est la base de notre action. Comment on passe d'un système qui a réussi à faire éclore des entreprises en France à les faire s'envoler? C'est la métaphore de Mounir Majoubi que j'aime bien. On a réussi avec France Digital, avec un certain nombre de mécanismes, notamment publics, parapublics, où on fait converger des fonds privés et des fonds publics, à faire éclore des entreprises. C'est pour ça qu'on a plein de start-upers partout autour de nous. La question, c'est que les start-up, c'est bien, mais c'est encore mieux si elles deviennent suffisamment grosses pour
tenir dans le temps, avoir des employés, avoir des salariés, et donc s'envoler, et on espère aller loin de manière autonome. L'éclosion à l'envol, c'est là où moi je dis qu'il faut des fonds propres. Ces startups, des modèles de croissance rapide demandent des fonds propres. Ce n'est pas les banquiers qui vont suivre ces mouvements-là. Tout ce que je viens de vous dire ce matin consiste exactement à faire cela. C'est-à-dire que, monsieur tout le monde, oui, les outils d'investissement direct concernent finalement, de fait, une typologie de Français qui ont envie, de manière directe, de faire un choix en disant « j'ai envie, je trouve que c'est un projet intéressant, je vais donc accompagner autant financièrement que, d'ailleurs, en termes de conseil d'entreprise, tel projet ». Ce marché-là, c'est les business angels, c'est les réseaux familiaux, et je pense qu'aujourd'hui en France, je ne vois pas très bien comment on le fait, quand on décuple ça. Mon sujet, c'est exactement ce que vous dites. Comment le Français qui choisit un grand gestionnaire d'actifs se retrouve de manière consciente, mais sans qu'on lui non plus parlé pendant 15 ans du fait que ça avait plus de risques d'investir dans une start-up que dans une boîte cotée ou dans un OAT, avec 1, 2 ou 3% de ces fonds qui alimentent des fonds de spécialistes qui, avec 100 € du particulier, vont investir dans 100 entreprises 1 €, et donc vont diversifier les placements. Et c'est pour ça que tout le sujet, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de marier, c'est des assureurs avec des fonds de capital investissement. C'est France Invest avec les fonds, les grands banquiers. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça que je parle de la chaîne d'investissement. C'est comment ceux qui drainent l'épargne ont la capacité de créer des petits tuyaux, ou des gros tuyaux, mais déjà partons sur des petits tuyaux, qui arrivent jusqu'au bureau de ceux dont c'est le métier de placer de l'argent en fonds propres dans nos PME. En gros, si je résume, c'est comment je marie l'AFG, la FFA et la FBF, mais surtout la FFA et la FG, que je crée des partenariats avec les fonds France Invest, AFIC. C'est ça le sujet. Parce que ces fonds-là, aujourd'hui, si vous regardez, ils ont toute la panoplie. Ils vont de la PME de 30 salariés à l'ETI de 5000. Ça, c'est sûr que c'est notre objectif. Et donc, ça veut dire, et c'est pour ça que j'en reviens à mon histoire de panier, quand vous placez de l'argent dans un grand gestionnaire d'actifs, s'il y a 2% de l'épargne qui était placée, 2% de l'assurance vie, c'est 36 milliards. Donc 36 milliards de fonds propres pour les PME françaises et les TPE, c'est une révolution. Donc si on investissait la participation au bénéfice de l'assurance vie, donc le rendement généré annuel, bonjour madame, vous avez 100 €, ça va générer 1,50 € cette année. Est-ce que vous acceptez que je l'investisse dans des entreprises en France? C'est 18 milliards par an. Donc c'est ça le sujet, c'est comment je recrée des petits tuyaux qui vont de ceux qui gèrent pour les Français de manière régulée, transparente, fiable, avec une marque. Moi, je viens de ce monde-là. Comment on traite de ce monde-là le petit tuyau qui va jusqu'à ceux dont le métier est de connaître les 140 000 PME de France, les 3 millions de TPE, les 5 000 ETI et puis les 250 grands groupes. C'est ça le défi. Donc quand on parle de révolution de la relation, quand on parle de tout ce qu'on vient de se dire ce matin, c'est exactement notre objectif, c'est celui-là. Parce qu'on est bien conscient que pour passer de l'éclosion à l'envol, on a besoin de fonds propres. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on a éduqué notre pays. Aujourd'hui, si vous faites un sondage, se financer, c'est aller voir son banquier. Je ne sais pas comment on finance la robotisation, la numérisation, l'innovation, l'exportation, la consolidation des entreprises, dont on a fortement besoin, par la dette bancaire. Ça ne marche pas, ce n'est pas le bon outil. Vous avez aujourd'hui, par exemple, Idinvest, qui est un fonds de capital investissement, qui a créé un fonds de leasing de machines modernes et semi ou quasiment ou robotisées. Vous avez une scierie dans le Jura qui n'a pas les moyens d'acheter en cash sa machine. Son banquier lui dit « Oulala, il faudrait l'amortir sur 10 ans, moi je fais que du 5 ou 7 ans de prêt, et ça va être trop lourd, etc. » Pour amortir dans une durée de temps, pour rembourser dans une durée de temps raisonnable, la seule solution, c'était d'avoir recours à un fonds de leasing. C'est une solution innovante. Idinvest le fait, mais je me dis, il y a énormément de PME en France ou de grosses PME qui auraient besoin de ce genre de solution. Donc, comment on rend ça accessible et comment en face, on trouve des gens qui disent, voilà, c'est du leasing, d'une entreprise bien installée, c'est des machines, il y a des actifs au bout, et donc je suis prêt à y mettre. Voilà. Mais sauf que je ne crois pas que dans notre système, ce sont les Français, un par un, qui, comme je vous l'avais dit, vont se relever en disant, tiens, je vais acheter un pâtisson. Le pâtisson, c'est bizarre, comment ça marche, je ne sais pas, personne ne m'a jamais parlé, je ne sais pas le cuisiner. Donc c'est là où, en fait, les grands gestionnaires d'actifs, pour revenir à la question, sont intéressants pour justement apporter des petits tuyaux jusque dans votre fonds, si vous en cherchez. Si vous n'en cherchez pas, tant mieux, mais si vous en cherchez, qu'on puisse co-investir avec vous. Et c'est vraiment ça le combat. C'est un combat culturel, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on a approché le sujet. Aujourd'hui, finalement, les Français, ils connaissent des enveloppes fiscales.
L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. L'épargne retraite, c'est une enveloppe fiscale. On ne leur parle jamais des sous-jacents. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans des actions? Qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans des actions d'equity non cotées? Qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la dette corporate très bien notée, de la dette potentiellement moins bien notée, de la dette privée? Personne ne parle de ça. Et si vous regardez d'ailleurs les pages placement des hebdomadaires, là, c'est la saison placement. Donc, dans le marronnier du jour, vous avez les placements. On ne vous parle que d'enveloppe fiscale. Parce que tout notre système a été complètement déformé par ça. Et donc c'est ça notre combat culturel. François Schlumberger. Je prends encore une ou deux questions maximum, parce qu'il faut que Voilà, ça tombe bien parce que je voulais changer un peu de sujet ou d'approche de la chose. Vous avez là un auditoire à peu près convaincu qui apprend beaucoup en vous écoutant, mais relativement acquis à vos propos. Un petit peu de provocation. Comment est-ce que, je mets des énormes guillemets, le président des riches peut faire comprendre tout ce que vous êtes en train d'expliquer? Je reprends le premier propos tout à l'heure sur l'ISF, peut faire comprendre à la population française toutes les bonnes choses que vous nous expliquez et dont nous sommes absolument convaincus. Qu'est-ce que vous faites, vous, députés ou d'autres, en matière de tourner des popotes comme vous le faites aujourd'hui, passez votre temps à faire, mais vers le français, excusez-moi du terme, de base, qui n'y connaît rien, qui n'a pas envie de connaître, qui a peur, etc. Alors, moi, je suis devenue un peu la députée qui a fait tomber l'ISF. Les insoumis me connaissent comme... il y a l'incarnation du président des riches, c'est moi. C'est la fille qui a expliqué pendant 3 mois dans l'hémicycle que c'était une bonne réforme et que ça allait permettre au système français de croître. Vous savez, moi, je pense fondamentalement que les Français, ils en ont ras-le-bol les discours et ils en ont ras-le-bol les promesses. Au fond, ils s'en fichent même peut-être un peu de savoir si on a réformé telle législation, tel code, s'ils ont voté telle loi. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, pour moi, le juge de paix, je suis sur le marché à la sortie de la gare, j'ai que des gens qui me disent « Ok, on ne comprend pas tout, ça a l'air assez convaincant, vous y mettez de l'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chômage baisse, c'est que nos enfants trouvent du boulot, c'est que notre neveu qui a une PME, je ne sais pas où en France, il arrête de galérer, d'être stressé, d'être en dépression et en stress permanent parce qu'il ne sait pas si son banquier va lui renouveler son prêt, etc. » Moi, je pense que, comme vous dites, le français de base, et ce n'est pas du tout méprisant, il a raison de vouloir d'abord des résultats. Et donc, ma tournée des popotes, moi, je vous dis, c'est d'activer ceux qui ont comme métier quotidien de faire autrement. Parce que c'est eux qui pourront faire autrement. Ce n'est pas le français de base. Le français de base, vous savez, si son banquier lui dit, écoutez, monsieur, moi, je vous propose voilà, une allocation d'actifs, comme ci, comme ça, j'ai bien réfléchi, ça correspond à votre projet, et en vrai, vous me faites confiance parce que vous venez me voir. C'est ça qui changera les choses côté épargne. Côté économie, les ordonnances de loi travail, ok, ça concerne qui? Ça concerne ceux qui embauchent. Est-ce que tous les salariés ont besoin de comprendre vraiment A plus B, alors les prud'hommes, ok, si tu n'es plus licencié de manière complexe qui t'emmène jusqu'au prud'homme, vous savez, aujourd'hui, le taux de prud'homme va baisser de 40% en 6 mois. Pas parce que les Français se sont dit, tiens, on va tous beaucoup mieux, mais juste parce que vous changez les règles du jeu et que les gens s'adaptent aux règles du jeu. Donc pour moi, le juge de paix pour les Français de base, comme vous dites, c'est les résultats. C'est dans quel état on laisse le pays en 2022. Est-ce que le chômage a baissé? Est-ce que nos PME et notre tissu entrepreneurial a confiance, recrute, investit? Quand vous arrivez dans la Nièvre, moi j'ai une collègue députée dans la Nièvre, elle, comme elle dit, moi je suis la députée qui ferme tout. Vous inaugurez, vous coupez des rubans, moi je ferme. Donc, elle passe son temps à fermer des usines, des entreprises, des maternités, des hôpitaux, des centres-villes. Moi j'aimerais bien que notre projet, c'est que, voilà, comme en gros l'immobilier coûte pas cher dans la Nièvre, il y a plein de gens qui aient des projets industriels, des projets entrepreneuriaux, des projets de services, des projets j'en sais rien, qu'à se dire, voilà, on a un cadre qui fait qu'on peut réinvestir, on peut se redonner un horizon, on peut redonner du coup des emplois aux Français. Notre bataille principale, c'est l'emploi. La première source d'émancipation, c'est qu'il y ait du boulot. Moi, je ne sais pas créer du boulot depuis l'Assemblée nationale en levant le bras. La seule façon, c'est que les entrepreneurs de ce pays puissent avoir un horizon, puissent avoir un cadre, une stabilité, et sentir que tous les efforts qu'ils feront pour investir sont soutenus, surtout s'ils arrivent à créer de l'emploi, à former leurs salariés, etc. La loi qui arrive la semaine prochaine, vous savez, là, on vient de se faire 17 jours non-stop à l'Assemblée. Donc on a fait 10 jours sur l'alimentation, les relations agriculteurs-distributeurs, essentielles pour que les territoires ruraux retrouvent une forme de dynamisme, pour que la valeur ajoutée de ce que vous achetez dans votre supermarché aille aussi à ceux qui produisent. Voilà. Là, on est sur le logement.
Comment on construit des logements adaptés partout en France à mobilité. Donc comment aussi, quand vous avez un emploi à Nevers, vous pouvez aller habiter à Nevers. C'est pas évident aujourd'hui parce qu'il faut que vous ayez 3 mois de salaire. Très bien, mais je n'ai pas de salaire parce que je vais changer de boulot. Ah ben donc vous ne pouvez pas vous loger. Ben, si vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas travailler. Là, vous avez le cercle vicieux du... Vous savez, je cherche quelqu'un pour une première expérience avec déjà une expérience. Donc on est en train de travailler là-dessus sur le logement. La semaine prochaine arrive dans l'hémicycle la loi formation professionnelle, apprentissage, assurance chômage. Cette loi-là, si vous la regardez en détail, c'est de faire en sorte que le projet entrepreneurial d'un patron puisse être accompagné par un projet humain. Aujourd'hui, la première source d'inquiétude des patrons de PME de ce pays, c'est plus le financement. Moi, j'en suis ravie. Ça veut dire qu'au moins, en tout cas, on a déblayé des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils se financent avec les bons outils, mais au moins, on a déblayé des choses. C'est « je ne trouve pas de personnes compétentes pour faire le métier que j'aimerais qu'ils fassent ». C'est maintenant notre deuxième bataille principale pour ce qu'on veut faire, c'est la formation, c'est l'adéquation des compétences avec les projets. L'adéquation du financement avec les projets, c'est un combat, d'un cercle restreint. Le financement, je vous dis, c'est un outil. C'est un outil. Donc, n'en faisons pas plus dans le débat que ce que ça doit être. Le vrai débat, c'est qu'est-ce que notre pays produit, avec qui, vers quel marché dans 10 ans. C'est ça le combat principal. Donc oui, on va travailler sur la formation, on travaille sur le financement, on va faire beaucoup de choses dans la loi PACTE sur l'exportation. Voilà, donc c'est tout ça autour duquel on travaille. Je pense que vous y sentez notre énergie. Mais je pense aujourd'hui, quand je suis sur le marché, que je suis devant la gare et j'y passe beaucoup de temps, au fond, ce qu'ils me disent, c'est continuer à nous montrer où est-ce que vous voulez nous emmener et arrêter de nous faire des débats qui n'en finissent plus sur des sujets qu'on ne comprend pas parce que ce n'est pas notre quotidien. On n'est pas expert. Et c'est intéressant comme retour. Nous, on veut des résultats. Vraiment la dernière question, parce qu'après, il faut que je file donc, à l'Assemblée où c'est là que je travaille quand même, moi. Vous nous avez beaucoup parlé des freins fiscaux ou réglementaires à l'investissement en equity. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que vous essayez de faire. Mais plus fondamentalement, pour investir en equity ou en développement, il y a besoin de prendre du risque. On ne peut aller vers l'equity, on ne peut aller vers l'investissement que si on est d'accord pour prendre du risque en se disant que ça va rapporter plus. Et vraisemblablement, l'une des raisons pour lesquelles la France investit moins en equity, c'est parce que culturellement, une bonne partie de la population a une réticence vis-à-vis du risque qui est supérieure à ce qu'on trouve dans d'autres pays. Et même si on enlève les freins réglementaires et fiscaux, il reste ce frein-là. Est-ce que vous envisagez des actions particulières, législatives ou politiques, pour aider à faire évoluer la mentalité moyenne française, pour prendre conscience que pour avoir plus de rendement ou de qualité de vie, il faut prendre plus de risques, que ce soit en investissement financier avec l'equity ou que ce soit en investissement entrepreneurial. Oui, exactement. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a de l'éducation financière de base. Il y a l'économie aujourd'hui, on parle de PIB quand on est en classe de terminale, on ne parle pas d'entreprise. Donc ça, c'est des choses... ça, c'est vraiment la prochaine génération. C'est pas tout de suite que ça va apporter ses fruits. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Pour ceux qui sont déjà dans l'emploi, ce qu'on va faire, c'est l'actionnariat salarié. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, c'est essentiel. Si les Français sont tous, d'une certaine manière, ou deviennent progressivement tous actionnaires de leur propre entreprise, beaucoup de choses vont être possibles pour qu'ils deviennent actionnaires d'une autre entreprise. Parce qu'ils comprendront du coup comment ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire d'être actionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un dividende? À quel moment l'investissement prend du temps? Donc, l'actionnaire salarié, pour moi, c'est la meilleure éducation financière qu'on puisse faire. C'est la meilleure éducation au projet d'entreprise. Parce que quand vous êtes actionnaire salarié, vous vous intéressez à votre entreprise et à ses décisions de manière un peu différente. Ça, c'est extrêmement important. Troisième point, je pense que, c'est un sujet sur lequel je me bats beaucoup avec les journalistes qui me disent oui, ils me posent la même question que vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire le risque? Est-ce que le risque, c'est un risque de liquidité? J'ai besoin de mon argent, j'ai peur de ne pas le retrouver au moment où j'en ai besoin. Est-ce que c'est un risque de volatilité? J'ai peur d'être exposé au marché qui bouge. Toute la journée, les radios m'expliquent que le CAC 40, il bouge, il monte et il descend. Moi, je ne veux pas monter et descendre. Dans ma vie, d'ailleurs, je n'ai pas très envie de beaucoup de volatilité. Où est-ce que le risque? C'est un risque de rendement, et donc c'est un risque de projet.
Et c'est pour ça que la question de l'horizon de temps est clé. Vous ne pouvez pas juger de la nature du risque si vous n'avez pas un horizon de temps. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord individualiser le projet d'épargne pour comprendre quel type de risque vous pouvez prendre selon la durée de ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin d'argent dans 2 mois, vous n'avez pas besoin, il faut que le risque de liquidité soit très faible et que le risque de volatilité soit très faible. Si vous avez besoin de votre argent dans 20 ans, la volatilité n'est pas un sujet et la liquidité, là, vous appuyez sur le bilan de la personne qui vous le vend. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à détailler. Et c'est pour ça que l'approche qu'on essaie de faire, oui, c'est une approche globale. On n'a pas fait le choix, de manière assez réfléchie, de lancer la campagne. Vous voyez, on aurait pu, le 1er janvier 2018, nous dire on va faire une grande campagne, Français, réforme fiscale est là, investissez dans les PME. Notre sentiment, c'est qu'on va y arriver à ça, on va le faire, mais il faut que les intermédiaires financiers soient prêts. La pire chose qui existe, c'est d'allumer une petite flamme dans l'esprit des entrepreneurs, dans l'esprit des Français, de leur dire, vous, entrepreneurs, allez chercher des fonds propres, ou vous, Français, allez chercher une épargne différente, et que les portes qui vont pousser les professionnels qui sont censés les aider pour le faire ne soient pas prêtes. Donc le sujet, c'est la réforme fiscale, je reviens à ma lasagne, hein, c'est l'étape 1. Deuxièmement, que les intermédiaires financiers soient prêts, qu'ils aient donc développé les produits, qu'ils aient donc les bons tuyaux, qu'ils puissent leur proposer des choses, et ensuite, vous allez activer les Français. Mais si vous le faites dans l'autre sens, le pire, c'est le patron à qui vous dites fais un business plan innovant de consolidation avec ton voisin PME pour que vous soyez concurrents, et puis qu'ensuite, il ne trouve personne pour les aider. Et ça, vous avez cassé à jamais une dynamique. Donc oui, c'est culturel, mais surtout ce qui est culturel, c'est l'horizon de temps. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à remettre dans les esprits. C'est pas pareil d'investir à 2 mois, à 6 mois, à 6 ans ou à 20 ans. Et c'est pour ça qu'au fond, de l'épargne retraite, voilà, c'est un investissement à 20 ans, voilà comment on l'investit. L'assurance vie, c'est un investissement à 10 ans en moyenne, voilà comment on l'investit. Et nous, les législateurs, d'arriver à faire des espèces d'allocations de base, par défaut. Et puis l'investissement liquide, voilà comment on peut s'en servir. Donc voilà notre démarche. Je crois qu'il faut vraiment que j'y aille, je suis vraiment désolée.